Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier journal estival. Et oui, nous sommes aujourd'hui en été et voici le sommaire. C'est un fameux 3 mâts, comme le dit la chanson. Vous aurez la chance de suivre une visite guidée de l'Amerigo Vespucci, le plus ancien navire-école en service de la marine italienne et un des plus grands voiliers-écoles militaires du monde. Il était à Monaco. Nous irons célébrer le centenaire de la création du Bureau hydrographique international, un bureau basé en principauté. Retour sur le World Rugby 7 repêchage, un tournoi qui s'est déroulé tout ce week-end au stade Louis II. C'était une compétition qualificative pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. C'est passé sans problème pour l'équipe féminine de France, alors que l'équipe masculine a échoué de très peu en finale face à l'Irlande. Notre invité recevra mardi la nymphe de cristal pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie de clôture du 60e Festival de télévision de Monte-Carlo. Le comédien Tchéky Karyo, il sera avec nous. Nikolai Kuznetsov, voici le nom du grand vainqueur du Monte-Carlo Piano Masters 2021. Ce jeune russe a décroché le prix Prince Régnier III ce samedi à l'Opéra Garnier. Nous reviendrons sur cette finale de virtuose. Et enfin, votre Focus Info sera consacré à la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo, avec un coup de projecteur sur le jury, puisque ce festival est avant tout une compétition. Nous ouvrons ce journal avec cet événement. Vous l'avez peut-être aperçu dans le port Hercule, venu tout droit de Gênes. L'impressionnant voilier Amerigo Vespucci a fait escale en principauté, Vanessa. Plus de 100 mètres de long, l'Amerigo Vespucci est un voilier-école appartenant à la marine italienne. Ce vieux gréement est utilisé à la formation des officiers élèves. Il est le plus vieux voilier-école du monde. C'est un voilier aux traditions anciennes. Son architecture presque entièrement faite de bois rappelle son lien avec le passé. Les dimensions de ce navire sont hors normes. Il est l'un des plus vieux 3 mâts à écumer les mers de la planète. Chaque croisière d'instruction emprunte un itinéraire différent. Ha come scopo principale quello di fare formazione, quindi formare gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale che escono dal primo anno di studi, vengono a bordo, hanno il loro battesimo sul mare. La nave ha 90 anni, quindi quest'anno fa 90 anni. È stata varata nel 1931 a Castellammare di Stabia e da allora ha svolto all'incirca 85 campagne addestrative a favore degli allievi dell'Accademia Navale, per cui ha percorso 800.000 miglia, ha formato decine di migliaia di allievi et a girato tutto il mondo, toccando ogni continente. Au cours de la dernière décennie, en plus de ses formations, le voilier joue un rôle d'ambassadeur de l'art, de la culture et de l'ingénierie italienne. À l'occasion de faits marquants, il fait escale dans les plus importants ports du monde, comme aujourd'hui en Principauté. E fra l'altro è doppiamente importante perché è la prima attività, diciamo, di rappresentanza che svolgiamo dopo la pandemia, per cui è una sorta di inaugurazione di una nuova era di relazioni esterne appunto a bordo di questa nave. L'Amerigo Vespucci a fait escale en Principauté à l'occasion des célébrations du centenaire de la création du Bureau hydrographique international. Et un centenaire célébré au sein du Bureau hydrographique international en présence du souverain et de nombreuses personnalités de la Principauté à l'occasion de balayer l'évolution de ces 100 dernières années dans le domaine. C'est un appui à la navigation maritime en matière de sécurité et d'efficacité. L'hydrographie soutient presque toutes les activités liées à la mer. Au cours des dernières décennies, des facteurs importants ont marqué la nécessité d'une couverture hydrographique adéquate. La célébration du centenaire de la création du Bureau hydrographique international permet de regarder vers le futur, une évolution qui opère une transformation significative des moyens. Ce vers quoi on se projette aujourd'hui, c'est plutôt, et le futur de l'hydrographie, c'est le recours aux engins autonomes pour améliorer notre capacité de collecte, d'acquisition de données et de traitement de données en mer. Et donc avec ces nouveaux engins, les engins autonomes sous-marins ou de surface, donc c'est-à-dire sans pilote, il va nous falloir traiter des données massives et pour cela il va falloir développer notre compétence dans le domaine de l'intelligence artificielle et de ce qu'il est convenu d'appeler le big data. Depuis de nombreuses années de travail et de collaboration, le Liban adhère à l'Organisation hydrographique internationale. En devenant le 94e État membre, le Liban bénéficiera des ressources et de l'expertise de l'organisation en vue d'améliorer la sécurité de la navigation et de contribuer au développement de ses activités maritimes.
C'est un savoir-faire maritime assez exceptionnel dans l'est de la Méditerranée. Le Liban pourra apporter, comme le pays hôte, comme la principauté, pourra apporter ses traditions, son engouement pour la navigation. Le secrétariat de l'OHI publiera régulièrement les initiatives des États membres et des parties prenantes sur les réseaux sociaux. Le reste de l'actualité en bref, il est l'heure de retrouver Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra, vous revenez sur la journée dédiée aux réfugiés. Bonsoir Fabien. Ce 20 juin était décrété par l'ONU Journée mondiale du réfugié. Une journée qui a pour vocation d'aider et de protéger les réfugiés du monde entier à travers des soins de santé, mais aussi l'éducation et le sport. Peace and Sport a justement souhaité s'associer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés en diffusant une vidéo de témoignages recueillis dans le camp de Zaatari en Jordanie. On en regarde un extrait. Today the world is living difficult conditions due to COVID-19, especially in Jordan and Camp Meli. Sport is essential in Zaatari camp and it's considered as one of the main tools to keep refugees well-being, to be engaged in the daily healthy life. We can teach them how to live their lives in structure, in a goal-oriented way. And I believe that the organizations, the federations, athletes, champions are responsible for the disadvantaged communities. Cette vidéo met à l'honneur la force des personnes ayant été obligées de fuir leur pays pour échapper à la persécution ou au conflit. Rendez-vous sur le site internet de Peace and Sport si vous souhaitez soutenir le programme Live Together. Il va y avoir du changement du côté du diocèse de Monaco. Oui Fabien, pas de grands changements, rassurons-nous, mais de nouvelles nominations, notamment le chanoine Janson, qui est nommé directeur diocésain de l'enseignement catholique, mais il conserve tout de même ses autres fonctions, ou encore l'abbé Favretto, nommé cérémoniaire épiscopal, et l'abbé Fazzulo, nommé vicaire à la paroisse Sainte-Dévote et responsable du service des vocations. Toutes les nominations sont à retrouver dans le bulletin officiel du mois de juin et prendront effet au 1er septembre. Vous nous parlez sport automobile, Alexandra. Ce week-end avait lieu le Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Dimanche, en Formule 1, le duo Verstappen-Hamilton a tenu en haleine toute la course, le public, et a finalement vu s'imposer le pilote Red Bull, alors que le pilote monégasque Charles Leclerc a connu une course très difficile dimanche en terminant à la 16e position. Son plus jeune frère Arthur a lui montré tout son talent samedi. Le cadet des Leclerc a remporté sa première course en Formule 3 pour son deuxième week-end de Grand Prix dans la discipline. Prochain rendez-vous pour les Formule 1 ce week-end en Autriche pour le Grand Prix de Styrie. Et pour les Formule 3, il faudra attendre le week-end suivant pour le Grand Prix d'Autriche. Et en électrique, beau succès également pour l'écurie Rocket Venturi Racing. C'est à Puebla, au Mexique, que se déroulait ce week-end la 9e manche du championnat de Formule E. Une course qui a souri à l'écurie Rocket Venturi Racing et son pilote Eduardo Mortara. Il a réussi une course parfaite qui lui permet de grimper sur la première marche du podium pour la deuxième fois de sa carrière en Formule E. Son coéquipier Norman Nato, quant à lui, n'a pas terminé la course. Cette victoire propulse Mortara en tête du classement des pilotes avec 10 points d'avance. Prochain Grand Prix, rendez-vous dans les rues new-yorkaises les 10 et 11 juillet. Merci Alexandra, on vous retrouve dans quelques instants, mais on reste dans le domaine sportif. La pelouse du stade Louis II a troqué le traditionnel ballon rond pour un ballon ovale tout au long du week-end avec le World Rugby 7 repêchage, un tournoi qui était qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Le résumé de la compétition dans ce reportage. 21 équipes se sont affrontées tout au long de ce week-end, 12 équipes féminines et 9 équipes masculines. Et parmi toutes les nations présentes, l'équipe de France s'est bien illustrée, à commencer par les dames. Les joueuses tricolores se sont retrouvées face à l'équipe de Hong Kong dans leur finale. Elles avaient déjà écrasé cette équipe en poule 55-0. Eh bien, rebelote pour ce dernier match qualificatif pour les JO. Les Françaises n'en ont fait qu'une bouchée sur un score fleuve, là aussi 51-0. Les Françaises ont dominé la compétition et iront donc à Tokyo. C'est juste magique, je pense que c'est quelque chose où n'importe quel gamin rêve d'y être et clairement on rêve les jeux à travers tous les sports en fait et c'est ça que je trouve fabuleux. C'est avant même de savoir que le 7 existait et même aller être aux Jeux Olympiques, on rêvait déjà de médailles tous, gamins, donc clairement ouais c'est juste fabuleux quoi. A noter que les joueuses françaises n'ont encaissé aucun essai tout au long du tournoi. Toujours chez les femmes, la Russie est la deuxième équipe à se qualifier pour les JO.
Du côté des hommes à présent, il n'y avait pas 2 tickets pour les Jeux Olympiques, mais un seul. Il fallait absolument gagner la finale. Les Français qui avaient remporté tous leurs matchs jusqu'à présent se sont retrouvés face à l'Irlande. C'était tout simplement les 2 plus grosses équipes du tournoi. Et malheureusement, l'équipe de France a craqué en deuxième mi-temps. Le résultat, 19-28. Les Français ne participeront pas aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas quoi dire à part les féliciter. Vraiment, j'en souhaite d'aller plus loin au JO. Mais il faut qu'on arrive à se remettre en question parce que dans les grands moments, on n'y est pas. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment un bon groupe. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à vos gars, à vos joueurs là ? J'ai envie de leur dire que je suis fier d'eux. Ils ont tout donné, ils ont joué avec du cœur, du tempérament, ils ont joué en équipe. Et le plus dur pour l'entraîneur, c'est de transformer un groupe en équipe. Là, ils ont vraiment fonctionné comme ça. Ils ont fait quelques petites erreurs, forcément, mais bon, voilà, on avait du lourd en face, on avait les armes pour les battre, mais on n'a pas réussi à se connecter, à mettre tout bout à bout, tout simplement. C'est la loi cruelle du sport. L'équipe de France masculine ne prendra pas part à la plus grande manifestation sportive internationale, tandis que les Françaises s'envoleront prochainement pour Tokyo. Les épreuves de rugby à 7 pour les JO de Tokyo se dérouleront donc du 26 au 31 juillet. Et si ce tournoi de rugby était une des manifestations de ce week-end, il y en a actuellement une autre du côté du Larvoto, et pas des moindres, le 60e Festival de télévision de Monte-Carlo. Je vous l'ai dit, vous retrouverez toute l'actualité du festival en fin de journal avec votre Focus Info. Mais avant cela, je vous propose un avant-goût avec notre invité, le comédien Tchéky Karyo. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez recevoir demain, mardi, la nymphe de cristal pour l'ensemble de votre carrière. Vous succédez à Michael Douglas. Quelle est votre réaction ? Écoutez, j'accueille ça avec joie. J'ai été surpris, mais je me suis dit que voilà une belle opportunité de mettre à plat tout ce temps qui a passé et de me dire tiens, comment je vais continuer ? Voilà, c'est un moment magnifique à vivre et à partager avec les gens qui seront heureux pour moi. C'est pas la première fois que vous participez à ce festival. Quelle est selon vous l'importance de ce type de manifestation ? Mais justement, c'est vrai, c'est une occasion magnifique pour faire résonner différentes cinématographies, pour que l'Europe soit mise en avant. C'est l'occasion peut-être de mettre à l'épreuve de nouvelles technologies. C'est une occasion pour des professionnels de se rencontrer et d'échanger et de briser la glace ici, quoi. Donc c'est génial. C'est un des plus gros, c'est peut-être même le plus gros festival de télévision dans le monde. La consommation de séries a été bouleversée, on va dire, avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, Amazon et autres. Ça a même été accentué d'ailleurs avec la crise sanitaire. Quel est votre point de vue sur cette nouvelle utilisation du cinéma et des séries ? Écoutez, moi, ça ne me fait pas peur du tout, parce que de toute façon, télévision, cinéma, série, plateforme, quand en tant qu'acteur, il y a une caméra, un œil qui regarde, des partenaires, une histoire, il n'y a pas de différence. Après, c'est le business model qui change autour. Ça me concerne pas vraiment directement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, c'est génial, je peux être dans mon lit, mettre un très bon casque et puis regarder, m'étonner que sur un iPad, je puisse être complètement aspiré par des histoires sur plusieurs heures. Je trouve ça quand même assez génial. Vous êtes vous-même sérivore ou pas du tout ? Et si oui, qu'est-ce que vous regardez ? Quel type de série vous regardez ? Toutes sortes de séries. Je peux regarder des documentaires aussi. Je suis vraiment bon client pour des choses très différentes. Par exemple, j'ai vu Bir Başkadir, qui est une série turque magnifique, Unorthodox, que j'ai beaucoup aimé, oui. Lupin, Kominsky's Method, un paquet de séries comme ça qui m'ont passionné. Il y a des années, les acteurs de cinéma ne jouaient pas dans une série. C'était même mal vu. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, j'imagine, ça a complètement changé. La qualité des séries a changé en même temps. Et en tant que comédien, on passe facilement de l'un à l'autre. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement. Ce qui fait que maintenant, quand on fait... Avant, on faisait des longs métrages et des courts métrages. Maintenant, on fait des petits métrages, des longs métrages qui sont des courts métrages et des longs métrages qui sont des séries. Enfin, juste pour dire, quand je fais un long, j'ai l'impression de faire un court métrage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui...
Une série, je veux dire, il y a des sujets, il traite les sujets, par exemple Baptiste, la série dans laquelle je joue, qui est franchement magnifique, avec une équipe chorale d'auteurs, de producteurs et d'acteurs, sur 2 saisons de The Missing et le spin-off Baptiste. Il y a eu comme ça, plus de 180 pays se sont intéressés à cette série. Nous, en tant qu'acteurs, on a eu une matière, c'est des pépites quoi, pour nous de jouer des choses comme ça. Un mot sur votre actualité et vos projets, que ce soit ciné, série, musique, parce que vous chantez, vous jouez de la guitare également. Où va-t-on voir Tchéky Karyo prochainement ? Ben, là, je termine. J'ai commencé une série qui s'appelle Les Combattantes, avec l'équipe de production qui a fait le Bazar de la Charité. Une équipe magnifique. J'ai un personnage formidable à jouer, un militaire, un général qui doit faire face à une guerre injuste où il a affaire à des ennemis qui sont surarmés. Il n'a pas les moyens de pouvoir faire face, mais en même temps, il faut assumer. Voilà, il y a la série Baptiste, la saison 2, qui est vendue dans plus de 180 pays. Donc je me sens assez comblé, je dois dire. J'ai des beaux projets qui se mettent en place. Et puis je continue avec la musique. J'ai des concerts qui s'alignent là bientôt entre les tournages. Bah écoutez, Tchéky Karyo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Du guitariste Tchéky Karyo, on passe au Monte Carlo Piano Masters. Cette compétition a fait son retour en principauté. 11 candidats se sont musicalement affrontés pendant plusieurs heures à l'Opéra Garnier. La finale a réuni 2 pianistes, un Américain et un Russe, samedi soir. Reportage de José Sacré et Alexandra Marangoni. En présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, accueilli ici par Chantal et Jean-Marie Fournier, les créateurs du concours, la finale de la 30e édition des Monte Carlo Piano Masters a eu lieu samedi 19 juin à la salle Garnier. Elle a opposé l'Américain Henry Kramer, 34 ans, au Russe Nikolai Kuznetsov, 27 ans. Chaque finaliste devait interpréter le même nocturne de Chopin et une sonate de son choix, puis un concerto avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Sacha Guetzel. Henry Kramer a joué le concerto de Schumann, Nikolai Kuznetsov le concerto numéro 2 de Rachmaninov. Le jury, très international, composé de professionnels du monde de la musique, a désigné Nikolai Kuznetsov vainqueur de cette édition des Piano Masters. Le prix Régnier III de 30 000 € lui a été remis par son Altesse Sérénissime, le prince souverain, sous les applaudissements d'un public très chaleureux. L'orchestre a extrêmement bien joué, et le conducteur a été formidable, et il les a portés tous les deux. Mais je crois que ça a été à peu près unanime. Le garçon qui a joué le Schumann, le jeune Américain, il a très bien joué son Schumann. Mais il n'avait pas cette habitation extraordinaire qu'on a trouvée chez ce jeune Russe qui a vraiment interprété Rachmaninov avec un romantisme, une technique russe et surtout le cœur. I'm very happy. It's my very important competition in my life. On reste dans la thématique. Alexandra, on vous retrouve pour un point infoculture. Oui Fabien, et on revient sur la tournée des Vallées de Monte-Carlo à Grenade en Espagne. Les danseurs de Jean-Christophe Maillot se sont produits sur la sublime scène du théâtre du Généralif en plein air ce week-end avec Le Songe. Et plusieurs représentations sont prévues pour juillet. Oui, d'abord à Nice, les 1er et 2 juillet, sur la scène du Théâtre National, sera proposée La Mégère apprivoisée. Puis ils seront de retour à Monaco, au Grimaldi Forum, du 15 au 17 juillet d'abord, avec 2 nouvelles créations. La première, Tsunagu, imaginée par Mimosa Koike, et la seconde, Le Temps du Tendre, de Julien Guérin, tous 2 danseurs de la compagnie. Pour la deuxième partie du mois de juillet, les ballets de Monte-Carlo vous inviteront au voyage avec In Memoriam de Sidi Larbi Cherkaoui et Coremeu de Jean-Christophe Maillot. Le Grimaldi Forum qui accueillera également un tout nouveau rendez-vous début juillet. Un nouveau festival, Fabien, dédié à l'industrie du streaming. Cette nouvelle manière de consommer la culture se répand de plus en plus et il est donc logique qu'un festival lui soit dédié. Du 3
au 6 juillet, juste avant le Festival de Cannes. Le premier Monte Carlo Streaming Film Festival proposera des rencontres, des diffusions de films et une remise de prix. L'événement sera bien entendu également diffusé sur une plateforme streaming. Et toujours au Grimaldi Forum, mais ça se passe actuellement. Nous y étions d'ailleurs avec Tchéky Cario précédemment. Depuis vendredi, il est question dans vos JT sur Monaco Info de la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Retour sur le week-end qui vient de s'écouler. Sandrine Nègre, Lionel Bernardi et Thomas Deus vous proposent de partir dans ce Focus Info à la rencontre notamment de membres du jury pour en savoir plus sur leur mission. La compétition est dans l'ADN du festival de télévision de Monte-Carlo. Car si plusieurs rendez-vous comme des rencontres, des dédicaces, des behind the scenes pour tout savoir sur les coulisses sont proposés, les différents jurys ont rendez-vous eux avec les projections des programmes en lice pour les nymphes, jury actualité avec reportages et documentaires primés, jury fiction composé de plusieurs catégories comme les séries et les créations. C'est toujours intéressant, moi j'aime regarder des séries et des films, donc voilà, là, je suis convié pour ça, je suis très bien reçu en plus pour le faire. Je suis avec une équipe de gens, il y a de l'anglais, du suédois, de l'allemand, enfin voilà. Donc ouais, j'ai une sensation de partage en plus dans les sensations, dans tout. Et puis en plus on est assez d'accord sur ce qu'on a vu, étonnamment, voilà. Donc, non, pourquoi je dis étonnamment? Oui, parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne s'est pas concerté avant, et ainsi de suite. Mais sur les choix de ce qu'on a vu, ça a été assez vite. Ouais. Je sais à quel point c'est difficile de faire des films, à quel point c'est difficile de faire des séries. Ouais, donc c'est agréable de voir le travail des autres, vraiment, d'être en spectateur, de ne pas être en compétition, de regarder, de dire tiens, ça c'est chouette, ça c'est moins bien. Et puis comme on avait avec nous, dans le jury, il y a le producteur, il y a chacun avec ses sensibilités prend des décisions subjectives, mais en tout cas des choix et comme ça on peut discuter, quoi. C'est agréable de voir ce que les autres pensent. Et le voile sera levé sur les lauréats de cette 60e édition mardi soir. Des lauréats qui viendront s'ajouter à la liste des primés depuis plusieurs années par ce festival, créé en 1961 par le prince Régnier III pour devenir un rendez-vous incontournable de l'industrie télévisuelle. Il n'est plus uniquement question bien sûr de programmes destinés aux chaînes de télévision. Les plateformes dont tout le monde connaît les noms sont à l'honneur. Un homme d'ailleurs illustre et traduit cette évolution. La nymphe d'honneur 2021 d'Aren Star. Dans les années 90, il produit Beverly Hills, diffusé en France sur TF1, puis Sex and the City sur M6 et aujourd'hui Emily in Paris, visible sur Netflix. You need characters that are going to take you somewhere, and so, thinking about Emily in Paris, I think of the first season as just the beginning of a movie. Her journey, her beginning of her introduction to Paris, but I feel like it gives me so much of a place to go through the series, because the series is going to be about how she's changed by her experience of being in Paris, but it doesn't all happen in one season. So I think I look for a premise and some characters that can give me a long life, and the stories always come from the characters. Le festival de télévision de Monte-Carlo propose bien sûr aux participants et aux fans de découvrir les secrets, des anecdotes liées au tournage et parfois même certains scoops sur l'évolution de leurs personnages pour les prochaines saisons non encore diffusées. C'est le cas pour l'École de la vie sur France 2 ou Je te promets sur TF1. Dans les deux séries, on retrouve deux acteurs au générique, Guillaume Labbé et celui que nous avons connu sous les traits d'une femme dans le célèbre duo Catherine et Liliane. C'est le hasard des choses parce que c'est pas nous qui le choisissons et qu'on se retrouve, c'est le destin en fait. Et il est plutôt bien foutu. C'est vrai qu'on s'entend très bien et on est toujours content. En plus là sur le Je te promets, on va être amenés à jouer ensemble et ça va être un rapport qui est complètement différent. Donc ça va être très bizarre pour nous je pense. Non, c'est génial. Moi, je peux faire 1000 projets avec Guillaume sans aucun souci. Hyper heureux de retrouver, de refaire des lectures, de repartir, c'est génial. Et puis les scénaristes sont vraiment sont bien. Et moi, mon personnage, il va aller dans plus de profondeur. En fait, il va faire face à ses démons et ses névroses de manière beaucoup plus frontale. Sur la saison 1, il avait des problématiques plus légères et c'était ce qui crée un décalage drôle avec les autres qui avaient des vraies problématiques. Et lui, qui a juste des petites peines de cœur et ça devient des drames, mais parce que lui, c'est un enfant. Donc pour lui, il faut que ce soit le truc le plus important. Dans la saison 2, on va plus dans le dur et donc c'est agréable, il est plus ancré et c'est plus sombre. Donc ça va être un régal à vivre.
Enfin, ce week-end a aussi été l'occasion pour le public de retrouver des grands habitués du festival, comme le médecin de Sous le Soleil sur TF1 de 1996 à 2008. Un succès aussi à l'étranger dans plus de 130 pays depuis une dizaine d'années. Il multiplie les succès au théâtre, notamment avec Philippe Lelouch et Christian Vadim. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que je viens de faire une séance de dédicace. Et à peu près, il y a un quart des gens que j'ai vus qui sont venus me voir au théâtre. Donc ça, c'est pas joli, ça. Ça, c'est quand même merveilleux. Eh oui, c'est merveilleux de retrouver du public. Sachez que dans l'édition de mardi, un reportage sera consacré aux comédiennes Frédéric Bell et Annie Dupéré, présentes durant le Festival de télévision de Monte-Carlo. Quel temps va-t-il faire, Alexandra, justement, ce mardi pour ce deuxième jour d'été ? Fabien, en été, on attend du soleil et il sera bien au rendez-vous. Quelques passages nuageux seront tout de même à prévoir. Les températures seront bien de saison avec 24 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Et Fabien, vous le savez, nous avons depuis quelques jours les journées les plus longues de l'année. Le soleil se couchera à 21h17. Nous fêterons les Albans ce mardi. Merci Alexandra. Vous l'avez vu en début de journal, mais il mérite bien qu'on lui consacre cette fin d'édition avec les photos du jour de Stéphane Dana, le plus ancien navire école en service de la marine italienne et un des plus grands voiliers école militaire du monde, l'Amerigo Vespucci basé à Gênes. Eh bien, il était en principauté. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Quant à nous, nous nous retrouverons demain à 19h. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.